Bonsoir à tous, au sommaire de Public Sénat dans l'heure et demie qui vient, le 18h, et parmi nos invités en duplex du Salon de l'Agriculture, Alain Rousset, le président socialiste de la région Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Au programme également un débat. Faut-il servir du vin dans les restaurants universitaires, les Restos U? La proposition figure dans un rapport remis aujourd'hui à Valérie Pécresse par Jean-Robert Pitt, qui échangera sur ce sujet tout à l'heure avec Gérard Dubois de l'Alliance Prévention Alcool, et ils ne sont pas du tout d'accord. Avant de retrouver face à nous à 19h, dont l'invité sera le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, tout juste de retour des zones sinistrées après le passage de la tempête Xynthia. Nous suivrons le reportage de Fabrice Cunet de retour du Liban. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 3 mars. Voici les titres. La Vendée a commencé à enterrer les morts de la tempête Xynthia. Le gouvernement annonce un plan digue sur 5 ans pour éviter un nouveau drame. Le ministre de l'Agriculture, à la rencontre des agriculteurs qui ont tout perdu, affirme qu'aucune exploitation ne sera laissée sur le bord du chemin. Martine Aubry, parmi les responsables politiques présents aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, tous les ténors PS se relaient pour critiquer le rôle de directeur de campagne de Nicolas Sarkozy auprès de Valérie Pécresse. François Bayrou se dit aussi très choqué. Athènes serre un peu plus la vis de la rigueur, hausse de la TVA, baisse des salaires des fonctionnaires, satisfaction de la Commission européenne qui avait fait pression pour éviter une banqueroute, et le FMI juge ce soir très solide les mesures prises aujourd'hui. Ce n'est pas propre aux années électorales, mais l'affluence des politiques se confirme au Salon de l'Agriculture. À moins de 2 semaines maintenant du premier tour des régionales, aujourd'hui donc ont défilé ministres, leaders de tout parti, dont Martine Aubry, avec en prime Dominique de Villepin, plus chiracien que jamais, dans une visite longue de près de 5 heures. Reportage de Fabrice Cunet. À chaque édition, la même bousculade, et en période électorale, c'est le salon où il faut être vu. Malheur aux absents, à commencer par le président. Ce qui est une faute politique, c'est de ne pas être au salon, qu'il aille se reposer. Le président de la République fait beaucoup de choses. C'est pas moi qui le critiquerai, je n'aime pas les attaques personnelles. Ne pas être ici, c'est un manque de respect absolu pour les agriculteurs dans la crise actuelle. Surtout quand on en est en partie responsable. Je pense que quand on a le courage de la politique qu'on mène, on vient s'expliquer, on vient débattre, on vient surtout écouter. Avec la crise du secteur, l'accueil est un peu froid cette année, comme sur le stand de ces éleveurs alsaciens. Leur déballage pour préparer leur régional, on n'en a rien à foutre. Voilà, c'est tout. Il y a une chance de s'échapper quand même. Et on gagne quoi? On gagne du petit gâteau. On gagne surtout le droit de goûter des fromages et l'on espère aussi gagner des électeurs. Chacun s'en défend, mais dans les allées, personne n'est dupe. Ça fait partie du jeu, mais il faut qu'on ait cet échange et au moins ces périodes permettent d'avoir un véritable échange. Mais ce qui n'empêche que derrière, il faut qu'on soit extrêmement attentif à ce que tout ça se traduise dans les actes. Bravo. Opération séduction aussi pour Dominique de Villepin, qui n'a pas hésité à donner une feuille de route à Nicolas Sarkozy. Ce qui est important, c'est qu'un signal très fort soit adressé au monde rural et à l'agriculture. Et le président de la République, qui est attendu en fin de semaine, devra s'exprimer sur la très grave crise agricole que traverse notre pays. En attendant la visite du président, à l'image du clan Le Pen ou de Jean-Paul Huchon, le défilé politique va se poursuivre jusqu'à dimanche. À une page spéciale en direct du Salon de l'Agriculture dans quelques instants avec sur place Emmanuel Kessler. Le feu vert donné hier par la Commission européenne à la culture d'une pomme de terre OGM montre que l'Europe est divisée sur le sujet. La France réserve pour l'instant sa position, s'abritant derrière le Haut Conseil des biotechnologies dont l'avis a été sollicité. Mais la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Chantal Jouanneau, estime que la Commission n'a pas respecté l'exigence d'une expertise plus poussée, exigence formulée notamment par la France. L'autorisation de Bruxelles provoque, on l'imagine, de vives réactions. Au Salon de l'Agriculture, Raphaël Pellegrino a surtout rencontré des professionnels impatients d'une clarification sur le dossier des plantes transgéniques. Vous les connaissez sous les noms de Charlotte, Noirmoutier, Rate ou encore Amandine, mais sous le nom poétique de Amflora, vous n'en avez jamais entendu parler. Et pour cause, le géant de la chimie et la société BASF vient de la développer. Vous ne la trouverez jamais dans votre assiette. La fécule de pomme de terre est utilisée pour le glaçage du papier, pour avoir un papier
sur lequel l'écriture se fait plus facilement, mais aussi pour les aspects construction, pour éviter la pulvérisation du béton. Point positif de la modification génétique de cette pomme de terre, elle produira plus d'amidon. Point négatif, la présence d'un gène de résistance à certains antibiotiques. Comme il n'y aura pas de consommation humaine, la Commission de Bruxelles estime le risque de transfert du gène de la plante à l'homme très faible. Pour l'instant, la commercialisation n'est pas prévue en France, ce qui inquiète certains agriculteurs. Je crois savoir que certains pays ont déjà adopté ce genre de production et on va encore une fois créer donc une distorsion et avoir un certain retard certainement au niveau de la France. Pour d'autres, le problème est ailleurs. La Confédération paysanne, au moment du Grenelle de l'environnement, a demandé à ce qu'on revienne à des questions d'agronomie. Et c'est bien ça la question de fond. Si on arrive à d'autres rotations, à des productions légèrement moins intensives, on va réussir à produire sans avoir besoin d'OGM et avec beaucoup moins de pesticides. L'Allemagne, la Tchéquie, la Suède et les Pays-Bas semblent décidés à cultiver cette pomme de terre. Il paraît donc urgent de débattre. La suite du 18h et une page régionale avec un sondage, un reportage avec Cécile Duflot et puis notre invité Alain Rousset. D'abord, un nouveau sondage électoral de l'IFOP proposé par Public Sénat avec Paris Match. Il concerne la région centre où le sortant socialiste François Bonneau a pour adversaire le ministre Hervé Novelli qui était présenté ces dernières semaines comme l'un des espoirs de la majorité présidentielle. Eh bien, cet espoir risque d'être douché par ce sondage même si le secrétaire d'État arrive en tête au premier tour. Delphine Girard. Hervé Novelli est-il en mesure de reconquérir la région centre? Selon notre sondage, au premier tour, le secrétaire d'État au commerce totalise 31% des intentions de vote. Il devance la liste socialiste conduite par le président sortant François Bonneau. Le candidat PS n'obtient que 24% des voix, sûrement en raison d'un déficit de notoriété face au candidat de la majorité présidentielle. La liste Europe Écologie atteint 15%, suivie de la liste du candidat FN à 8%. La sénatrice Marie-France Beaufils pour le Front de gauche enregistre 7% des voix, le MoDem 6%. Mais au second tour, le rapport de force serait favorable à la gauche, même dans le cas d'une triangulaire avec le Front National. La liste PS rassemble 48% des voix, Hervé Novelli 42% et le Front National 10%. Dans l'hypothèse d'un duel au second tour, le rapport de force reste le même et François Bonneau, selon nos estimations, arrive en tête avec un score de 54% contre 46% pour le candidat de la majorité présidentielle. Parmi les dossiers prioritaires avec 72%, c'est l'emploi qui figure en tête des préoccupations des personnes interrogées. Vient ensuite l'éducation 30% et le développement économique 27%. Avec nous, Frédéric Dabi, directeur du département opinion publique de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, on le voit, la liste Hervé Novelli arrive donc en tête avec 31%, mais il bute sur la quête de la fameuse dynamique du second tour. Mais voilà. Déjà, le fait qu'il arrive en tête avec ce score... On a quand même une sorte on a une sorte de situation quelque peu atypique par rapport à ce qu'on a mesuré ensemble dans d'autres régions sur lesquelles nous avons travaillé avec Match et Public Sénat. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir une liste majorité présidentielle devancer nettement la liste socialiste. C'est lié, ça vient d'être dit, à l'arrivée tardive de François Bonneau à la tête de la région centre en septembre 2007. Il a moins pu capitaliser que les autres présidents socialistes sortants. Un autre avantage pour lui, c'est sans doute un Front National en dessous de 10 dans une région où le Front National avait fait un très bon score en 2004. C'est lié à une candidature, à une liste d'extrême droite dissidente conduite par l'ancien tête de liste du Front National. Donc il a ces avantages-là. Malgré tout, la totalisation est très favorable à la gauche, 50% pour toute la liste de gauche, avec Europe Écologie qui fait un score supérieur à ce que Europe Écologie avait obtenu aux européennes de juin 2009. Mais malgré tout, Hervé Novelli, même s'il est battu nettement au second tour, peut-être créer une dynamique le soir du premier tour. Vous avez un doute. Et pourquoi est-ce que vous avez un doute en le concernant alors même, parce que l'écart que vous prédisez est assez large. L'écart est large. C'est vrai que lorsqu'on pose aux personnes interrogées l'intention de vote second tour, ils ne connaissent pas les résultats du premier tour. On ne peut pas mesurer une éventuelle dynamique électorale. Imaginons que le soir du 14 mars, on ait une avance comme celle que nous avons mesurée récemment, 7 points voire plus, ça peut créer une dynamique électorale, d'autant plus que Hervé Novelli bénéficie de bons reports de voix du MoDem, du Front National et de
25% des électeurs Europe Écologie, tout devient peut-être possible, même si, il faut bien le dire, le rapport de force électorale reste très favorable à la gauche. Donc vous nous dites que contrairement dans d'autres régions où l'on cherche en vain une dynamique du second tour, du côté de la majorité présidentielle, là il y a une possibilité, une présence. Merci Frédéric Dabi. La semaine prochaine, où est-ce que nous allons ? La région Pays de Loire. Où s'oppose le socialiste sortant Béchu Jacques et Ossiet, le président Jacques Ossiet. Voilà, exactement. Son rival de l'UMP, Christophe Béchu. Voilà, un sondage ce matin paru dans le Figaro donne la victoire du sortant socialiste, Jacques Ossiet. On verra ce que dira l'IFOP la semaine prochaine. Merci Frédéric. En tous les cas, les écologistes, on le sait, sont crédités sur le plan national d'un score moins fort qu'espéré, notamment par Cécile Duflot. Marie Brémaud a suivi aujourd'hui la secrétaire nationale des Verts en campagne à Clichy-sous-Bois et sondé également le moral des troupes qu'elle a enrôlées. Tandis que Cécile Duflot et José Bové savourent le couscous à l'intérieur entouré d'habitants du quartier du Chêne Pointu, Augustin Legrand, lui, préfère profiter des rayons de soleil. À table et dehors, il porte un regard quelque peu désabusé sur cette campagne. Sur les régionales, on n'a pas parlé de sous-marée, on n'a pas parlé des petites phrases, nous, Europe Écologie. Donc on n'a pas existé médiatiquement. On n'a pas rebondi sur la vague médiatique qu'il y avait autour de cette affaire, autour de Twitter, autour de tout finalement. Enfin, c'était qu'une campagne de petites phrases quand même. Donc ne pas rebondir et ne pas entrer dans ce jeu-là, c'est aussi être condamné au silence. Mais pas question de céder au pessimisme pour Cécile Duflot, plus combative que jamais face au questionnement des électeurs. Pour la candidate, sa campagne de terrain peut encore porter ses fruits. Rien n'est jamais écrit en matière d'élection et c'est l'essence même de la démocratie. Donc c'est pour ça qu'on est en discussion avec les gens, qu'on crée ce dialogue pour qu'eux aient envie de voter et fassent le choix de voter. Convaincre encore et toujours à 10 jours du premier tour, certes, mais les négociations avec le Parti socialiste en vue d'une alliance pour le second tour commencent déjà à occuper les esprits. Là, il faudra discuter des majorités. On ne s'est jamais caché, on a dit qu'il y aura des majorités de gauche parce qu'on ne veut pas laisser le pouvoir à l'UMP dans les régions. Donc ça, pour nous, c'est très clair. Et dans ce débat-là, eh bien, il faudra que soit respecté le score d'Europe Écologie dans chaque région. Au premier tour, Europe Écologie est crédité dans les sondages de 13% des voix au niveau national. Et il y a un endroit aujourd'hui à Paris où les candidats et les leaders politiques ne chôment pas, c'est le salon de l'agriculture. Donc les journalistes politiques sont à la tâche également. On vous retrouve sur place, Emmanuel Kessler. Vous avez croisé beaucoup de monde aujourd'hui, hein ? Ah oui, beaucoup de monde, une bonne poignée de ministres, la première secrétaire du PS, Martine Aubry, et puis incontestablement la vedette du jour, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre. Il est resté de très longues heures ici au salon, plus pour une visite dont on pourrait dire plus chiracien que moi tu meurs. Dominique de Villepin qui prenait les petits-enfants dans les bras, qui goûtait à peu près tous les produits, qui ne se départissait pas de son sourire, de son écoute, comme s'il voulait prendre le contre-pied aussi d'un Nicolas Sarkozy qui a boudé l'ouverture du salon et essayé de récupérer par une forme de transfert affectif le soutien dont les agriculteurs ont l'impression qu'il leur manque de la part du président de la République. Alors je vous propose d'écouter tout de suite Dominique de Villepin qu'on a rencontré au moment de la pause déjeuner pendant cette longue visite du salon de l'agriculture. Justement d'ailleurs, il en a profité pour donner un conseil à Nicolas Sarkozy qui finalement va venir en fin de salon donner un signal fort sur son soutien au monde agricole. Dominique de Villepin. Personne n'aurait compris qu'il ne s'y rende pas. Et ce vrai signal doit être, à mon sens, de porter au plus haut niveau de l'État, mais aussi des responsables européens, les questions agricoles aujourd'hui. Et je pense que nous avons besoin d'un Conseil européen exceptionnel pour traiter ces questions. Le préalable, nous le connaissons, et je l'ai vécu moi-même avec le président Chirac et le chancelier allemand, c'est une réunion qui permette de rapprocher les points de vue entre la France et l'Allemagne, et à partir de là, prendre les dispositions à l'échelle des 27 qui soient capables de répondre aux inquiétudes des agriculteurs. Parce que c'était rapidement. Oui, je pense que cela doit être rapide. Au cours des 2-3 dernières années, il n'y a pas eu de sommet européen où ces questions ont été traitées directement par les chefs d'État. Ce n'est pas normal. C'est l'intérêt de la France à l'échelon national
c'est l'intérêt général des Français, mais c'est aussi l'intérêt de l'Europe quand on voit les enjeux en termes de sécurité de l'alimentation et d'indépendance, d'autosuffisance alimentaire de l'Europe. Il va y avoir un doublement indispensable des productions pour faire face aux besoins de la population mondiale. Donc je pense que c'est aujourd'hui une nécessité. Villepin au Salon de l'Agriculture, 5 heures, un marathon à la Chirac, j'allais dire, ça a une signification politique. La signification, c'est d'abord l'importance de ce rendez-vous. C'est la plus grande ferme de France, c'est toutes les filières, toutes les régions qui sont rassemblées. Donc c'est la marque d'un soutien et c'est ensuite le plaisir d'être au contact de cette réalité, d'apprendre, de mieux comprendre les problèmes auxquels se heurtent au quotidien nos agriculteurs. Donc oui, c'est un rendez-vous obligé. Et c'est pas Dominique de Villepin en pré-campagne ou en campagne auprès des gens de la campagne? Non, c'est l'engagement public qui passe aujourd'hui par la défense de notre agriculture. C'est un intérêt général. Il faut donc être présent et en permanence mieux connaître ces problèmes pour pouvoir les défendre efficacement. Et quand on veut porter la responsabilité politique au plus haut sommet, il faut avoir cette fibre agricole, ce ressenti, ce contact. La fibre agricole, la ruralité, ça colle à la peau de la France. La nation française a en son centre cette dimension-là. Et ça fait donc partie de notre identité qu'il faut défendre, à la fois la population agricole, le monde rural, mais en même temps les produits du monde rural et les valeurs de ce monde rural, les principes qui le sous-tendent, ces principes de solidarité. On le voit aujourd'hui avec les catastrophes qui ont frappé la Charente-Maritime et la Vendée. La réponse, c'est une solidarité immédiate qui s'exprime. Dans les difficultés que traversent les filières, on voit bien que chacun cherche à jouer collectif. Moi, ça me touche, ça me frappe. Et je crois qu'à partir de là, on doit tous être mobilisés. Et s'il y a un domaine de la politique française où il faut essayer de trouver un consensus, c'est bien celui de l'agriculture. C'est un domaine où nous pouvons rapprocher les points de vue. Il n'y a pas d'agriculture de droite ou de gauche. Il y a un intérêt général à défendre. Juste à arpenter les stands, être au contact des agriculteurs pendant des heures. C'est ce qu'aurait dû faire le président de la République? C'est ce que je pense. Il aura l'occasion de faire en fin de semaine. Et c'est ce qui est très attendu. Le message, il est clair. C'est l'engagement du chef de l'État aux côtés des agriculteurs. Je crois que c'est le message qui doit être donné. Voilà, Dominique de Villepin, donc lyrique quand il évoque le monde agricole, politique également quand il fait des suggestions fortes à Nicolas Sarkozy. On verra tout à l'heure ce qu'en pense son ami Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'Agriculture, puisqu'il sera l'invité à 19h de Face à nous. Emmanuel, autre visite remarquée aujourd'hui, celle du ministre des Affaires européennes, Monsieur Lelouch. Oui, d'ailleurs c'était sa première venue au Salon de l'Agriculture. Il a tenu à souligner qu'il est rare qu'un responsable de la politique européenne de la France se rende au Salon. Et c'était une forme de défi parce que c'est vrai que les agriculteurs sont assez méfiants vis-à-vis de Bruxelles et ils ont souvent l'impression que la France fait trop de concessions. Alors le secrétaire d'État aux Affaires européennes est venu dire qu'en 2013, au moment où la PAC, la politique agricole commune, va être remise à plat, il n'est pas question d'accepter qu'elle soit démantelée. Il fait les comptes. Pour l'instant, la voix française a quand même des chances, selon lui, d'être entendue. Pierre Lelouch. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a 5-6 pays qui veulent même plus entendre parler de PAC, qui disent nous on ne veut pas mettre l'argent. Vous savez que la PAC, la politique agricole commune, c'est quasiment la moitié du budget de l'Europe. Il y a un certain nombre de pays qui disent l'agriculture, non, on veut mettre l'argent ailleurs, la recherche, je sais pas quoi, on arrête. Ça peut se défendre d'ailleurs, qu'il y a priorité aux nouvelles technologies. Bien, moi je reviens d'un certain nombre de pays nordiques, je peux vous dire, qui sont arrêtés sur cette position. Donc avec mon collègue Bruno Le Maire, on a maintenant à peu près cornérisé la frontière. Il y en a 22 qui sont pour le maintien de la PAC, 5 ou 6 sont contre. Sachant que dans les 22, qu'est-ce que c'est que la PAC? C'est encore un sujet ouvert. Ce qu'on sait en France, c'est qu'on a un revenu agricole qui a baissé de 50% ces 2 dernières années, donc c'est une véritable catastrophe sociale et économique pour notre pays. C'est vraiment grave ce qui se passe, donc il faut refaire. Donc ça, c'est le projet de loi que prépare le ministère de l'Agriculture pour essayer d'organiser les prix dans les filières. Et après, il y a la question de comment est-ce qu'on subventionne l'agriculture, sachant que tout le monde le subventionne, les Américains, les Brésiliens, les Australiens. Dans le cadre de l'OMC, il y a des subventions pour le maintien de cette arme stratégique qui est l'alimentaire, la traçabilité, les enjeux stratégiques de tout ça. J'allais dire, on entre dans le dur là. On avait un compromis qui s'arrête en 2013, on est 2010, 2010-2011, on va rentrer dans la négociation et ça va être dur.
Voilà donc pour Pierre Lelouch. Et puis bien sûr, j'imagine, Emmanuel, qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui au Salon de la décision annoncée hier par la Commission européenne sur les OGM. Eh oui, cette décision d'autoriser une pomme de terre génétiquement modifiée, en principe, c'est pas pour l'alimentation humaine, mais enfin certains ont des craintes. Vous savez, les agriculteurs, pas mal d'entre eux sont assez ouverts à des expérimentations au moins sur les OGM. Il y a aussi les irréductibles. Et en tout cas, à gauche, on est venu souligner qu'on était contre cette décision. C'était notamment un des messages forts donnés ce matin par la secrétaire nationale du Parti communiste, Marie-Georges Buffet, ici au Salon de l'Agriculture. Je trouve ça profondément regrettable. Je pense qu'il fallait maintenir un moratoire par rapport à cette décision. On sait très bien les dangers du pipèze par rapport à l'utilisation des OGM. On n'avait pas besoin de cela. Donc je trouve que j'ai l'impression que le Bruxelles a de nouveau cédé à certains lobbying au lieu d'entendre le besoin de moratoire, de principes de précaution, d'études, etc. Même s'il s'agit là d'une pomme de terre en l'espèce qui n'est pas destinée à l'alimentation humaine. C'est surtout pour la papeterie. C'est ce qu'on dit dans un premier temps et on verra les suites après. Donc moi j'étais pour l'avis qu'il fallait cesser cela, ne pas donner l'autorisation. On voit quand même que justement vous parlez de concurrence internationale. Les pays émergents, je pense au Brésil, utilisent massivement les OGM. Alors est-ce qu'on peut à la fois vouloir une agriculture compétitive et être toujours en arrière dans la main par rapport à des technologies que d'autres utilisent? On peut bien sûr faire la course à l'échalote et faire en sorte que les gens soient de plus en plus exploités, que l'on pille de plus en plus les ressources naturelles de notre pays, ça on peut le faire. Mais on peut aussi avoir une attitude responsable en tant que responsable politique et de dire qu'au contraire, il faut faire en sorte que dans ces pays où on a multiplié l'utilisation de l'OGM, on reparte en arrière, que de nouveau on crée la capacité à une culture vivrière, à une culture qui réponde à des besoins régionaux. Vous savez, quand j'apprends qu'il y a 30 milliards d'hectares qui ont été achetés en Afrique par des firmes de l'agroalimentaire qui vont faire de la culture intensive, alors que la famine est passée de 900 millions d'individus concernés à 1,2 milliard d'individus concernés au niveau des problèmes de faim, je me dis que l'expérience de la culture intensive a montré son échec. Donc il faut revenir à une culture qui permette la satisfaction des besoins régionaux et qui soit une culture de qualité qui réponde aux normes écologiques. Voilà, Marie-Georges Buffet donc, qui prend position sur les OGM et nous retrouvons maintenant au salon Alain Rousset, le président de la région Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Monsieur Rousset, bonsoir. Et merci d'être avec nous. On a entendu tout à l'heure Martine Aubry faire campagne. Est-ce que vous espérez cette année, peut-être plus que jamais, avec la crise terrible qui affecte, on le sait, le monde agricole, que cet électorat-là, plutôt acquis d'ordinaire à la majorité présidentielle, vienne vers vous? Écoutez, je crois que le monde agricole attend une régulation des pouvoirs publics. La discussion que j'ai eue ce matin avec les représentants nationaux de l'agriculture en tant que représentant de l'Association des régions de France, visait à réfléchir à cette régulation, au rapport qu'on a avec Bruxelles, et puis aussi de questionner les responsables agricoles sur ce qu'ils attendent des régions, sur de nombreuses politiques, l'installation des jeunes, parfois les secours, l'accompagnement des filières vers une meilleure commercialisation, parfois le soutien aux revenus, c'est un peu tout cela. D'accord. Vous estimez que les ressources de l'Europe ne suffisent pas? Pierre Lelouch rappelait tout à l'heure que la moitié du budget de la communauté de l'Union va à l'agriculture. Vous savez, l'agriculture est en train de réfléchir à sa mutation. Comme l'ensemble des pays européens, l'agriculture française aussi pense au lendemain, ce qui se passe après 2013. Oui. Donc il faut qu'il y ait un gouvernement très fort, très subtil et en même temps très imaginatif pour mettre en place la politique agricole du XXIe siècle. Et pour l'instant, je ne la sens pas, je ne la vois pas venir. Alain Rousset, à moins de 2 semaines maintenant du premier tour du scrutin régional, comment est-ce que vous voyez les choses pour vous et pour vos amis qui se représentent? Est-ce que vous croyez au fameux grand chelem évoqué par Martine Aubry? Écoutez, je suis un peu comme saint Thomas, donc moi j'attends de savoir, de voir ce qui se passera le 21 mars. Je sens par contre, dans les réunions que nous faisons, dans les contacts que nous avons, quel que soit le milieu, du chef d'entreprise au syndicaliste, de l'agriculteur, aux membres des associations culturelles et sportives, à la fois une inquiétude, un peu de révolte. Je crois que les masques sont en train de tomber de ce gouvernement qui à la fois reproche aux collectivités locales un certain nombre d'interventions que l'État nous demande avec une autre main de fer, parce que l'État se retire de partout
Et c'est ce paradoxe dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais enfin, bon, nous défendons à la fois notre bilan sur les lycées, sur les transports régionaux, sur l'emploi, sur ce que nous devons faire parce que l'État se retire ici ou là sur la pointe des pieds, et puis d'essayer de proposer un projet novateur, une nouvelle façon de mener l'action publique, singulièrement avec ce positionnement des régions qui est très fort, qui est à la fois sur la formation, sur la recherche, jusqu'à l'emploi. Oui. Et ce que nous disons, c'est pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du transfert de compétences et de ressources. Très bien. Alors Alain Rousset, vous dites que vous défendez votre bilan, vous bien sûr, et puis tous vos amis socialistes. On a vu hier ou entendu Nicolas Sarkozy attaquer le bilan du président sortant de la région Île-de-France en recevant donc Valérie Pécresse et ses têtes de liste en Île-de-France. Et on entend aujourd'hui tous les socialistes tomber sur le chef de l'État. Est-ce qu'il n'a pas le droit de s'intéresser à une région où il a été longtemps l'élu local? Mais il a le droit de faire ce qu'il veut. On est habitué à un chef de l'État qui veut être à la fois le président de la République, le Premier ministre, parfois le ministre de l'Éducation nationale, voire même le préfet ou le sous-préfet. Je ne suis pas sûr que ce soit la fonction du chef de l'État. Je ne suis pas sûr que c'est en recentralisant le pays que l'on va répondre à ses attentes. Tous les pays démocratiques se décentralisent. Nous, on recentralise. On marche à rebours. Oui. Alors vous parlez donc du bilan des régions socialistes. Il est durement attaqué, pas seulement par Nicolas Sarkozy, par tous les responsables de l'UMP, bien sûr, sur la fiscalité galopante. Vous contestez les chiffres, mais d'abord dites-moi, est-ce que vous estimez que peut-être des économies doivent être faites dans certains postes? On parle notamment de la communication d'un certain nombre de régions. Non mais vous connaissez les chiffres de la communication, ils sont dérisoires. Savez-vous, on est au salon de l'agriculture ici. Oui. Il y a un stand de la région Aquitaine, comme il y a la Bourgogne, comme il y a la Bretagne. C'est de la communication. Nous soutenons nos éleveurs et nos agriculteurs. Est-ce qu'on va nous le reprocher? Chaque fois que vous ouvrez un journal, dans les jours qui viennent de se passer, vous avez des millions de communications qui sont faites par le gouvernement. C'est vraiment prendre les Français pour des oiseaux de paradis, prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Bon. Le gouvernement est en train de démolir les finances publiques et en même temps on nous reproche, à nous qui avons des budgets relativement faibles par rapport aux régions européennes, qui venons de prendre la responsabilité de dizaines de milliers de salariés de l'éducation nationale, que nous trouvons sous-payés, précaires, sans médecine du travail, avec un droit du travail qui n'est même pas respecté, qui n'était pas respecté par le ministère de l'Éducation nationale, et on vient de nous donner des leçons. Alors, autre leçon, tenez, tiens, Alain Rousset, autre leçon du jour. Xavier Bertrand pour l'UMP critique aujourd'hui les régions socialistes à propos de leur bilan en termes d'emploi et d'apprentissage. L'apprentissage qui est la première compétence décentralisée aux régions. Et là, un tiers des objectifs fixés il y a 6 ans auraient été atteints. Mais attendez, j'ai entendu cela du secrétaire d'État. Ses propos sont faux, je le maintiens devant vos caméras. Il m'avait même accusé, en tant que président de la région Aquitaine, de moins dépenser en apprentissage que les dotations de l'État. C'est totalement faux. Nous augmentons le nombre d'apprentis en Aquitaine de 1000 par an. Nous rénovons la totalité des CFA sans ressources affectées. Donc c'est totalement stupide. Sur le plan de l'emploi en plus, je voudrais rappeler deux choses, deux chiffres. L'un qui émane du Moniteur. Ce n'est pas un journal engagé. Non. Le Moniteur le Moniteur des travaux publics évoquait que les collectivités locales représentaient, il faut qu'on écoute bien, 45% du plan de relance, tandis que le gouvernement représentait 4% du plan de relance. Premier mensonge. Deuxième mensonge. J'ai demandé, en tant que président de l'ARF, au ministre de l'Emploi, de déléguer aux régions qui le souhaitaient, le service public de l'emploi. Parce que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, parce qu'il y a 1000 organismes qui n'ont pas de pilotage. On nous l'a refusé. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on ne fait pas notre job au niveau de l'emploi. L'État lance, je vous donne un autre exemple, de sa façon de mépriser les collectivités locales et surtout de mélanger les compétences. Les régions sont chefs de file du développement économique. L'État lance des états généraux du développement industriel sans discuter, faire participer les régions.
c'est grotesque. Alain Rousset. À force de prendre les gens pour des imbéciles, eh bien on se fait piéger. Voilà. Une question d'Emmanuel Kessler qui est à vos côtés, Alain Rousset. Oui, parce qu'ici, évidemment, au Salon de l'Agriculture, on a regardé de près le déplacement de Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, dans les départements qui sont sinistrés. Il y a d'ailleurs des représentants de ces départements qui sont là, des ostréiculteurs. Comment les régions se mobilisent pour les zones les plus sinistrées depuis la tempête Xynthia? Écoutez, de 3 manières. D'abord, j'ai été en contact directement avec Ségolène Royal, avec mes collègues qui sont touchés. Pour mobiliser les autres régions, comme on l'a fait pour ma région avec la tempête Klaus. Ce que me dit Ségolène Royal aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des mobilhomes pour que des personnes puissent être à pied sec. Donc on va se mobiliser pour convoyer des mobilhomes. Ensuite, les collectivités sur place, comme les services de l'État d'ailleurs sur le terrain, se mobilisent. Donc nous allons voter, une fois qu'on pourra convoquer nos commissions permanentes, nos lieux de décision, les crédits qui vont bien pour les ostréiculteurs, pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour ceux qui sont touchés. On va mobiliser la solidarité comme on sait le faire dans les semaines qui viennent, lorsqu'il faudra accompagner Poitou-Charentes, la région des Pays de Loire. C'est pas la solidarité qui fait défaut à nos régions. Alors aussi un autre dossier bien sûr, parce qu'on évoquait tout à l'heure la PAC, bon ça c'est une négociation européenne, il y a aussi ce que peuvent faire les régions pour les agriculteurs ou les orientations qu'elles peuvent donner pour essayer de développer un certain nombre de filières ou de façons de produire en agriculture. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je dirais presque un peu au-delà des clivages politiques, quelques lignes de force qui se dégagent? Oui, je crois que le souci aujourd'hui est bien entendu d'accompagner l'agriculture dans sa mise aux normes environnementales notamment, d'aider à l'installation des jeunes agriculteurs dont le nombre fléchit gravement, de rappeler qu'on ne peut pas faire de développement rural sans agriculture, de réfléchir aussi aux produits de qualité, à la façon avec laquelle on va vers des labels, on va vers des AOC, on fait en sorte que aussi nous maîtrisions mieux les circuits de commercialisation. Un des problèmes de l'agriculture, c'est le problème de son revenu, du revenu de l'agriculteur. Le revenu de l'agriculteur qui est, reconnaissons-le, capté par des réseaux de la grande distribution qui aujourd'hui font partie des plus grandes fortunes de France et qui créent des sociétés en Suisse pour détourner la loi française, pour revenir sur les lois françaises contre les marges arrière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut que le gouvernement aussi, le législateur, fasse son travail. Nous, sur le terrain, vous savez, il y a une forme de pragmatisme, il y a une action quotidienne. J'ai réuni ce matin les syndicats agricoles d'Aquitaine et ceux de France pour voir comment on peut coopérer mieux, un peu comme le font les autres pays européens, et comment on peut être à Bruxelles une force aux côtés de nos agriculteurs pour participer à cette négociation. Moi, je rêve d'un pays, je rêve d'une France qui, au lieu de concentrer le pouvoir, de rendre le pouvoir solitaire, puisse rassembler ses forces et rassembler notamment, comme dans les autres pays, l'État, le gouvernement et ses régions pour être plus fort à Bruxelles. On est disponible pour ça. Eh ben voilà, l'appel sera peut-être entendu, on le verra en tout cas d'ici quelques temps. Michel. Merci Emmanuel et merci à Alain Rousset. Dernière page du 18h. Un rapport a été remis aujourd'hui à Valérie Pécresse qui fait du bruit, signé Jean-Pierre Coff et Jean-Robert Pitt. Il suggère d'améliorer l'alimentation des étudiants, là tout le monde est d'accord, mais aussi de servir du vin dans les restos U. Avant un face-à-face entre Jean-Robert Pitt et Gérard Dubois, porte-parole de l'Alliance Prévention Alcool. Ce reportage d'Alexandra Collineau tout à l'heure dans un resto U. Du vin sur les tables des restos U, il fallait oser. C'est l'une des 8 propositions de l'animateur gastronomique Jean-Pierre Coff et de Jean-Robert Pitt, l'ancien président de l'Université Paris 4, pour améliorer la restauration des étudiants. Dans un rapport remis aujourd'hui à la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Pécresse, les 2 auteurs regrettent que l'offre de boissons alcoolisées ait presque totalement disparu des Crous. Ils plaident pour une initiation à une consommation modérée de vin lors de dégustations ponctuelles. Ça pourrait être la bienvenue pour essayer. De toute façon, il faut essayer, aussi bien même la bière et tout ça. Donc moi, je ne vois pas de contre-indication, si ce n'est que le fait que, il ne faudrait pas qu'il y ait d'abus, c'est tout.
Mais étonnamment, les étudiants sont plus modérés sur la question. L'idée n'est pas forcément mauvaise. Ils proposent des canettes, ils proposent des boissons, donc à la limite pourquoi pas du vin. Mais je pense pas que les gens apprendront ici dans une cantine à apprécier ou pas du vin. Pour la concentration l'après-midi, c'est peut-être pas une super idée. L'eau, c'est plus clean. Valérie Pécresse, quant à elle, reste très prudente sur ce sujet polémique. La ministre préfère se concentrer sur 3 autres pistes évoquées dans le rapport. Créer des boutiques de proximité offrant des aliments bon marché, impliquer les étudiants dans la découverte de produits méconnus et enfin réfléchir au temps de pause pour les repas. Oui ou non, faut-il offrir du vin dans les restaurants universitaires? La question est peut-être trop étroite pour vous. Jean-Robert Pitt, bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs de ce rapport qui a été remis aujourd'hui à la ministre de l'Enseignement supérieur, mais il porte notamment sur le meilleur moyen d'offrir une alimentation saine aux étudiants. Avec vous, Gérard Dubois, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'Alliance Prévention Alcool, donc vous êtes assez préoccupé par certains passages de ce rapport. Jean-Robert Pitt, vous êtes associé avec Jean-Pierre Coff. Vous avez cette préoccupation légitime que tout le monde partage sur ce plateau, bien sûr, l'alimentation des étudiants, mais on vous connaît surtout comme un spécialiste, un connaisseur et même un défenseur du vin. Oui, je défends le vin à la fois pour la santé du corps, à condition qu'il soit bu avec grande modération, et pour la santé de l'esprit et pour la culture des Français, pour leur identité, leur patrimoine, parce que le vin, c'est un lien très fort aussi avec l'environnement, avec des professions merveilleuses qui, depuis des siècles, des millénaires même, en France, œuvrent pour faire donner au terroir le meilleur d'eux-mêmes. Sur ce préambule, d'abord, Gérard Dubois, on a envie de vous entendre. Je crois qu'on était le pays le plus consommateur d'alcool au monde. On est devenu 5e, donc on est en progrès. La diminution de consommation est absolument nécessaire quand on consomme autant. Et la diminution de consommation est toujours nécessaire parce que même quand on est 5e, on est bien au-delà de ce qui peut être conseillé comme consommation. Alors, la question se pose en termes de quantité ou de qualité pour vous, Jean-Robert Pitt? Ce qui vient d'être dit, je suis parfaitement d'accord. Nous buvons collectivement, nous buvons trop d'alcool en France, mais j'ai utilisé, et dans le rapport, nous parlons essentiellement du vin, un peu du cidre et de la bière si l'on veut, mais des boissons fermentées, pas des boissons distillées, qui sont les boissons réellement dangereuses pour les Français, et en particulier pour les jeunes qui pratiquent la défonce, le binge drinking, comme on dit, c'est-à-dire ce mélange de fameuses boissons énergisantes, dont je ne citerai pas les noms, avec de la vodka, de la mauvaise tequila, etc., et dont ils boivent l'équivalent d'un litre en une demi-soirée. Vous reconnaissez que les étudiants boivent déjà trop, vous dites qu'ils doivent boire, mais différemment. Mais parce que je pense que, et je l'ai pratiqué moi-même pendant 25 ans avec mes étudiants de la Sorbonne, en les initiant à la dégustation du bon vin, un jeune qui a appris à boire de manière très raisonnable du bon vin, en sachant d'où il vient, en le retournant dans sa bouche, en faisant parler ce vin qui lui procure des émotions, ne deviendra jamais alcoolique. D'accord, mais il faudrait avoir des professeurs, il faudrait que tous les étudiants aient des professeurs comme vous, peut-être, hein? Non, je pense que la société elle-même doit porter ce discours. Il y a les vignerons, il y a les agriculteurs, il y a les parents. Ça s'apprend à la maison, ça. Moi, j'ai été élevé, je pense que vous aussi, avec de l'eau rosie à partir de l'âge de 10 ans. C'est une petite goutte de vin qui rosissait vaguement l'eau. C'était merveilleux, ça vous donnait une fraîcheur en bouche. Et après, je suis passé, en grandissant, à un peu de vin au avec repas. moins d'eau et plus du tout d'eau dans votre verre de bon vin, Jean-Robert Pitt. C'est un autre sujet. Gérard Dubois, qu'est-ce que vous répondez à cela? Il faut savoir déjà que l'évolution de la consommation de vin a été vers une diminution, que par contre, il y a eu une division par 3 des vins de table, pour être simple, et une multiplication par 2 des vins dits de qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les effets sur la santé n'ont rien à voir avec ce qui entoure la molécule d'alcool. Ce qui est dangereux pour la santé, c'est la molécule d'alcool, point à la ligne, quel que soit ce qui l'entoure. Alors ça, l'idée du bon alcool est une idée qui n'a aucun fondement biologique, qui n'a aucun fondement épidémiologique et qui est utilisée depuis plus de 100 ans dans le système français. Il y avait même dans les classes, on vous montrait les souris qui prenaient du bon vin et qui restaient vivantes, et les souris qui prenaient le mauvais alcool étranger qui se retrouvaient sur le dos, les 4 pattes en l'air. C'est absolument faux. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Les effets sur la santé n'ont rien à voir avec les aspects gustatifs et gastronomiques. On peut avoir une culture
du style viticole, mais il y a aussi le nord de la France qui est plutôt à orientation bière, comme la Belgique, et il y a des doubles cultures, comme la Bretagne qui est cidre, et sur l'Alsace qui est à la fois bière et vin. Donc il n'y a pas qu'une culture vin en France, ça appartient au midi, mais le fait du bon alcool et du mauvais alcool, l'alcool, quelle que soit la consommation, a des impacts sur la santé. Donc vous nous dites qu'il ne faut surtout pas offrir un apprentissage au vin, il faut surtout détourner les étudiants du vin. L'apprentissage n'a jamais démontré qu'il améliorait le type de consommation. Alors, ce qui est certain, c'est que quand on prend ses responsabilités, quand on sait jusqu'où on peut aller, parce que je ne suis pas d'accord avec vous que l'alcool soit néfaste en soi. Le rapport de l'INCA l'année dernière est une imposture totale, parce que on a jamais... Rappelez-nous cet organisme effectivement, le rapport avait été contesté. Qui prétendait qu'au premier verre de vin, on prenait davantage de risques, on avait davantage de risques d'avoir un cancer, alors qu'on n'avait pas biaisé complètement le fait que parmi les gens sur lesquels on enquêtait, il y en a qui fumaient et d'autres qui ne fumaient pas. Donc, alors il va sortir très vite un rapport, un livre de David Kayat sur ce sujet-là, qui va remettre les pendules à l'heure. Mais enfin, si on interroge tous les grands médecins cancérologues, comme mon collègue, mon confrère de l'Académie, Lucien Israël, ou David Kayat, ou Cabrol, cardiologue, tout le monde dit que un peu de bon vin consommé avec modération, surtout en mangeant et avec une alimentation saine, c'est-à-dire des fruits, des légumes, etc., ça ne peut faire que du bien à la santé et au moral. Et quand on a bon moral, on a une bonne santé physique aussi. Gérard Dubois, d'abord, est-ce que vous êtes... Là, il y a une position. Bon, j'ai présidé un groupe de travail OMS il y a une dizaine d'années. On a revu l'ensemble des enquêtes épidémiologiques. Alors, je soutiens et je maintiens ce que dit l'INCA. C'est-à-dire qu'on a une augmentation sans seuil des cancers avec la consommation, quel que soit le type d'alcool, à nouveau. Bon. Donc, cette augmentation sans seuil, des cancers, c'est un des aspects des conséquences sur la santé de la consommation d'alcool. Vous avez des conséquences sociales, comme la violence, par exemple, qui augmentent de manière régulière avec la consommation d'alcool, sans seuil, sans effet protecteur. Une consommation raisonnable de vin, pour vous? Ce que l'on a constaté dans ces études, c'est qu'au-delà de 2 verres par jour, soyons simples, c'est 20 grammes, c'est le verre de café. Bon, le verre dans un café contient 10 grammes. Donc ça permet de voir notamment la dose de whisky toute petite. Le whisky prêt à la maison n'a rien à voir avec 10 grammes. C'est plutôt 30 ou 40 grammes. Hein. Donc les verres de café, au-delà de 2 verres par jour, la mortalité de toute cause confondue, réaugmente dans toutes les études. Alors maintenant, en ce qui concerne les accidents, les autres aspects du mode de vie, de l'alimentation et de la fumée. C'est fait dans ces études parce pas que du tout. tous les biais qui étaient possibles, pas du tout. Notamment les accidents secondaires, etc. Bon, on ne va pas vous réconcilier tous les deux, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en aucun cas on ne peut conseiller à un abstinent de consommer de l'alcool sous quelque prétexte que ce soit. Et ça, c'est clairement établi, parce que vous ne pouvez jamais être certain qu'un consommateur va être capable de maîtriser sa consommation. Pas d'incitation, comme on le recommande d'une certaine manière, Jean-Robert. Un peu comme la sexualité, il vaut mieux les gens qui n'ont pas consommé, il vaut mieux qu'ils ne commencent pas. Bon, en tous les cas, on est dans cette culture de la punition, dans cette culture de la prohibition sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets majeurs de civilisation. Bien entendu que si. Regardez ce qui s'est produit aux États-Unis. La prohibition des années 30 a provoqué une montée incroyable de l'alcoolisme et des pratiques mafieuses. Vous dénoncez la culture de la prohibition. De la mafia, c'est vrai, mais une diminution de la consommation d'alcool. En tous les cas, vous avez remis ce rapport avec Jean-Pierre Coff à votre ministre. Dont ça n'était que 10 lignes sur 15 pages. Bien sûr, mais déjà, elle a retoqué la mesure du vin. Pas du tout, elle n'a pas quand même, elle a dit non, pas pour l'instant. Elle a dit que ce ne serait pas compris, elle l'a dit dans le prix. Non, ce ne serait pas compris dans le prix du repas au restaurant universitaire, mais que des opérations ponctuelles d'explication, de dégustation, d'initiation, avec des vignerons, avec un discours autour, étaient tout à fait souhaitables. Vous nous rappelez le prix du ticket 2,90 €. 2,90 €. C'est vrai qu'avec ce prix-là, on ne va pas pouvoir servir des grands vins aux étudiants. Ce sera peut-être la piquette, non? Ce sera en plus. Il y a déjà les restaurants universitaires où on peut consommer un peu de vin ou de bière ou de cidre. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat, donc relancé aujourd'hui à l'occasion de la remise de ce rapport à la ministre Valérie Pécresse, dont vous êtes l'un des colistiers pour les élections régionales, en presque toute dernière position. Toute dernière position. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce 18h. À suivre, reportage au Liban, un pays qui cherche à affirmer sa pacification politique. Reportage de Fabrice Cunet qui a suivi une délégation sénatoriale. Et puis on se retrouve à 19h pour Face à nous. Notre invité sera Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, qui rentre tout juste de sa visite dans les zones sinistrées après le passage de la tempête Xynthia.